Chère Antonine, nous sommes le lundi 4 mai. Nous voilà arrivés à la fin de notre parcours. J'ai souhaité par ces lettres susciter en toi un appel à une forme de vie bonne, utile et belle, afin surtout de faire face à la situation politique qui est la nôtre et de relever les défis que ce nouveau monde qui se dessine devant nos yeux te réservera. L'idée que je soutiens est celle-ci. La forme de vie la plus belle est celle qui te rendra capable de prendre à la fois soin de toi et des autres, prendre soin des autres tout en prenant soin de toi. C'est le but que je me fixe en t'écrivant cette dernière lettre, que de t'expliquer ce principe qui fonde selon moi la forme de vie la meilleure et la plus belle. J'ai souhaité que ce principe ne se paye pas que de mots. Il est en effet facile de dire qu'il faut prendre soin de soi et des autres. Il est beaucoup moins d'apporter des schèmes de compréhension et d'action qui donnent la possibilité à chacun de le mettre en œuvre et de le vivre par l'expérience. Ces schèmes passent par l'application d'un regard nouveau sur les choses et les relations avec les autres. En relisant attentivement ce que je t'ai écrit jusqu'ici, tu trouveras des schèmes d'action à la fois réflexifs et pratiques qui te permettront d'organiser à nouveau ta vie en opérant les justes distinctions entre les choses et de là, en accordant à celles que tu estimes les plus importantes tout le soin qu'elles méritent. Dans les affaires humaines, tout est, comme je l'ai dit, une question de stratégie, à plus forte raison lorsque ces affaires demeurent foncièrement imprévisibles. Par conséquent, cette forme de vie implique un modèle éthique qu'il nous faut déterminer jusqu'au bout. Car ce n'est pas tout de trouver pour soi la forme de vie la plus belle. Il faut en outre la partager et la rendre visible afin d'inspirer d'autres hommes et femmes à changer de manière de voir et de manière de vivre. La visibilité d'une forme de vie particulière, c'est précisément ce que j'appelle un modèle éthique. C'est ce qui rend perceptible sa bonté et sa beauté, ou sa malignité et sa laideur. Par l'exemple d'Iskomak, j'ai souhaité te faire comprendre comment il est possible de nouer sa propre constitution éthique et sa citoyenneté, c'est-à-dire sa participation à la constitution d'un espace politique où les rencontres entre les hommes et les femmes deviennent possibles et, d'une certaine manière, solidaires. À l'époque où Xénophon a écrit ses Économiques, les Grecs avaient une situation politique particulière qui conditionnait leurs décisions, leurs actions et, in fine, le modèle éthique qu'ils estimaient souhaitable. Nous avons la nôtre. Aussi, le modèle éthique que nous recherchons ne doit évidemment pas se calquer sur celui que propose Xénophon. Il ne s'agit plus pour nous de constituer des agriculteurs guerriers pour que la cité soit capable de répondre favorablement aux multiples appels à la guerre lancés par les autres cités. Dieu merci. Le danger pour nous n'est plus le même. De plus, les progrès que l'homme a accomplis depuis ces derniers siècles dans ses capacités à produire et à exploiter les diverses ressources naturelles qui l'environnent lui ont permis de sortir de la menace constante d'un état de pénurie, formidable ferment et motif à la guerre s'il en est. Tout au contraire, l'homme est de nos jours capable de produire bien plus qu'il n'en faut pour procurer des moyens de subsistance suffisants à toutes et à tous sur la planète. Il faut donc tenir compte de ces progrès et les inclure dans les moyens d'action dont nous disposons pour bâtir un nouveau monde. En revanche, autant nous nous sommes rendus capables de produire et d'accumuler une puissance technique sans égale et des quantités de richesses absolument sans précédent dans l'histoire de l'humanité, autant nous nous sommes rendus parfaitement incapables d'en faire un bon usage, celui qui consiste tout d'abord à en faire un juste partage. Tant et si bien que cette surabondance de biens et de richesses est devenue très paradoxalement le danger le plus menaçant que nous ayons à affronter.
À bien y réfléchir, ce n'est pas la pire des situations dans laquelle l'humanité est vécue, même si ses effets négatifs apparaissent par la loupe des médias si spectaculaires et si irréversibles. Lorsque par le passé des cités ou des peuples entiers devaient faire face à des famines, des guerres, des épidémies redoutables ou autres catastrophes naturelles du genre, sans avoir les moyens techniques et matériels d'y répondre, que pouvaient-ils faire d'autre que de s'en remettre à Dieu et prier ? Aujourd'hui, nous disposons d'une capacité technique de réaction telle que nous pouvons faire face à tout type de catastrophe naturelle en limitant fortement les dégâts. La raison pour laquelle notre époque connaît autant de misère, de pauvreté, de violence et de conflits en tout genre, des plus physiques aux plus sociaux et symboliques, mais aussi autant d'insécurité, de stress, de surmenage, d'anxiété, de burn-out et de suicide. Cette raison trouve sa source non pas dans une pénurie technique et matérielle quelconque, mais dans des décisions humaines. C'est parce que les hommes décident de vivre d'une manière égoïste et irrationnellement consumériste, c'est parce que les hommes, dans leur ensemble, ne savent pas opérer un juste partage des choses qu'ils produisent, que ces injustices et ces multiples misères ont lieu. L'injustice apparaît des plus flagrantes à mesure que les biens de consommation croissent, de telle sorte que ceux qui les accaparent pour les consommer jalousement se ruinent le corps, la santé et l'âme. Obésité, tabagisme, malnutrition, difficultés respiratoires dues aux diverses sources de pollution, problèmes de santé en tout genre, dus à tout excès de consommation, excès qui sont devenus la norme de nos sociétés, sans compter les graves problèmes psychosociaux, problèmes qu'emporte un nombre de plus en plus élevé de personnes qui travaillent dans des conditions relationnelles extrêmement tendues et anxiogènes, tels le harcèlement moral, le stress, les dépressions et les burn-out, qui conduisent parfois au suicide. C'est comme si la plupart des citoyens des pays riches préféraient se ruiner la santé et l'âme pour garder précieusement ce qu'ils possèdent, au lieu d'apprendre à partager et à pratiquer une économie saine pour tous et pour chacun à l'échelle de la planète. Là aussi, a-t-on jamais vu injustice aussi criante que celle-là ? Le danger réel qui nous menace aujourd'hui et le défi que nous devons relever regardent tous deux des difficultés qui ne sont plus directement d'ordre matériel ou technique. Ces difficultés sont d'ordre éthique. Nous ne savons pas faire un bon usage de ce que nous produisons, et ce bon usage relève de l'éthos de chacun d'entre nous. Nous sommes parvenus à constituer des sociétés d'abondance, certes, mais où très paradoxalement chacun est appelé à se ruiner le corps, la santé et l'âme à la faveur d'une production et d'une consommation qui a perdu tout contact avec les réels besoins de l'homme et le sens d'une véritable action politique. Cela conduit à une situation politique absolument perverse et nocive, excessivement insécurisée et dérivant très dangereusement vers un totalitarisme inquiétant, dans la mesure où celui-ci peut céder d'une puissance technologique sans précédent. L'échec est total et très spectaculaire par son ampleur, mais sa cause et le remède ne sont plus désormais hors de portée, comme ça pouvait l'être par le passé, où les sociétés devaient faire face à de réelles pénuries. Tout au contraire, cette cause et ce remède sont à la portée de tous et de chacun. Cette cause et ce remède nous regardent tous de très près. Ils regardent les choix que nous faisons en faveur de telle ou telle manière de vivre, celle par laquelle enfin nous serons capables de faire un bon usage de toutes ces choses qui sont à notre disposition, de ce que nous offre la nature, à toutes ces formidables inventions qui ont vu le jour ces derniers siècles, en passant par notre désir de nous regarder les uns les autres et de nous parler. Il nous faut tout simplement changer de manière de vivre. Il faut en faire le choix en toute connaissance de cause. Pour changer de manière de vivre, il faut d'abord changer le mouvement de notre regard. C'est pourquoi,
inspiré par l'attitude et les propos de Socrate, je t'ai invité à regarder à nouveau le réel pour que tu sois capable de soutenir la contemplation de ce qu'il y a dans ce réel de plus lumineux. D'un point de vue éthique et politique, ce qu'il y a de plus lumineux ou ce qui permet d'éclairer au mieux le reste des choses, c'est le soi. Le soi dans ses dimensions essentielles et dans ses infinies possibilités. Le corps et l'essence d'un côté te permettent d'être en contact avec ce monde magnifique, resplendissant et d'une richesse incomparable, monde qui nous est offert et qui est mis à notre disposition. L'esprit et l'âme de l'autre côté, qui forment un tout indissociable de sensations, de désirs, d'affections, de passions, de mémoire, d'analyse et de réflexion, grâce auxquelles tu peux te rapporter à ce monde et surtout mettre de l'ordre dans tout ce que tu ressens et que tu perçois. Cet ordre se fait en fonction des valeurs et de la manière de vivre la plus juste que tu auras choisi de suivre. Il se fait en fonction de la forme de vie la plus belle à laquelle tu souhaites dévouer tous tes efforts. Enfin, le rapport au monde inclut surtout le rapport à l'autre. À tout point de vue, ce dernier rapport est constitutif de ton être, comme il est nécessaire à la vie de tout homme et de toute femme. Ce rapport vise au mieux à la paix et à la concorde. La paix et la concorde sont la condition de possibilité de tout commerce entre les hommes et de toute prospérité, surtout économique. Mais la paix et la concorde entre les hommes ne sont elles-mêmes possibles que sur la base de la constitution d'une communauté de valeurs et d'un code de signes qui culmine dans un modèle éthique par lequel les hommes et les femmes se reconnaissent entre eux. En outre, ce modèle éthique accepté par tous assure à chacun la possibilité d'entretenir et de combler l'un de ses besoins les plus fondamentaux, à savoir le besoin d'être vu et reconnu par ses semblables. La constitution d'un modèle éthique répond ainsi à deux besoins fondamentaux. L'un de ces besoins regarde la constitution de la cité et assure sa pérennité, pour autant que le modèle éthique en question constitue des hommes et des femmes capables de relever les défis qui lui font face et de répondre aux éventuels dangers qui la menacent. L'autre regarde la constitution éthique du citoyen et les moyens mis à sa disposition pour qu'il puisse satisfaire son désir d'être vu et reconnu parmi les siens. De fait, cette reconnaissance devient effective pour tout homme ou toute femme dans la mesure où ses semblables le jugent capable d'honorer au mieux les valeurs et le code de reconnaissance partagés par le groupe. Le raisonnement est donc le suivant. La plupart des hommes et des femmes de ce monde souhaitent tout d'abord être vus et considérés par leurs semblables. Or, ils ne peuvent l'être qu'en incarnant le modèle éthique le plus massivement admis par la communauté, modèle qui suppose un ordre dans les valeurs, mais aussi et surtout des dispositions et des capacités de décision et d'action grâce auxquelles on se rend capable d'incarner ces valeurs au plus près. Ainsi, de nos jours, le modèle éthique reconnu est celui qu'incarne l'homme ou la femme qui produit et qui consomme le plus possible, ou encore l'homme ou la femme qui fait produire et qui fait consommer le plus possible, comme dans une espèce d'esthétique consumériste, frénétique de l'existence. Il se fait que ce modèle de comportement n'est fondé, comme on l'a vu, sur aucun souci réel et éclairé des véritables besoins humains, et n'est habité par aucun sens politique fondé ni étayé. Au contraire, ce modèle s'avère absolument pernicieux et nuisible, à la fois dans la gestion des ressources qui sont à la disposition de l'homme et surtout, par voie de conséquence, dans les relations entre les hommes et les femmes de ce monde. Ce modèle nous a conduits dans cette impasse sécuritaire et sanitaire que nous connaissons aujourd'hui. Impasse qui risque aujourd'hui de devenir totalitaire. Par conséquent, un meilleur usage des choses que nous sommes appelés à consommer
pour satisfaire nos besoins les plus fondamentaux, doit passer par une réévaluation du modèle éthique qui constitue actuellement la norme de comportement hautement valorisée par la société. Ce modèle doit renvoyer à des dispositions et des capacités humaines réellement efficaces grâce auxquelles nous pourrons faire face aux dangers qui nous guettent. Enfin et surtout, il doit donner envie aux hommes et aux femmes de le suivre et de l'incarner, pour ainsi encourager à leur tour leurs proches, leurs parents et leurs amis à en faire autant. Ce modèle doit donc être perçu comme la plus belle forme de vie qu'il soit possible de vivre, et cela au-delà de toutes les vicissitudes possibles ou réelles de la vie présente ou à venir. Il va sans dire que cette forme de vie à reconnaître comme la plus belle entre toutes ne peut en aucun cas se voir limitée à la seule perception physique et matérielle de la beauté. Souviens-toi d'Alcibiade ou d'Iscomaque, qui reconnaît la beauté non pas dans des qualités physiques perceptibles à l'œil nu, mais dans les dispositions éthiques. À leurs yeux, la disposition qu'ils reconnaissent comme étant la plus belle et la plus noble est celle par laquelle on peut prendre un risque physique et matériel afin de porter secours à ses parents, à ses amis et à ses concitoyens dans une situation de guerre. Si l'on généralise le principe, la beauté doit se reconnaître dans les qualités éthiques qu'incarnent les personnes, c'est-à-dire dans les dispositions et les capacités réelles de chacun à faire face dans leur action quotidienne et dans la plupart de leurs choix de vie aux dangers qui menacent la communauté humaine. Le dernier point qu'il m'apparaît maintenant important d'aborder, c'est le développement de la capacité à reconnaître ce que peut être, pour nous aujourd'hui, la forme de vie la plus belle, dans la mesure où celle-ci s'avère bonne et utile à la communauté humaine planétaire, qui désormais se trouve unie face à un même fléau. De fait, il faut tout d'abord cultiver en soi la capacité à la reconnaître et à la voir, c'est-à-dire à la comprendre dans ses principes et modalités d'action avant de vouloir l'adopter comme mode de vie. Je te propose une dernière fois de passer par Socrate. Toutefois, en chemin, nous devrons nous en séparer, car la forme de vie qu'il a lui-même incarnée et qu'il a invité tant d'hommes à suivre à travers l'histoire était adaptée, comme je l'ai dit de nombreuses fois, à faire face à une gestion de la pénurie dont l'ultime ressort était la guerre continuelle que se livraient les différents peuples entre eux. Nous n'en sommes plus là. Il nous faudra donc nous inspirer de ce qui nous apparaîtra le plus utile et délaisser le reste. Pour quelle raison Socrate a-t-il accepté de mourir ? Cette question est capitale pour qui veut comprendre la forme qu'il a voulu donner à sa vie. On a beaucoup glosé sur la question, alors que Socrate, à mon sens, en donne les raisons assez clairement. Mais ce qui apparaît encore plus clairement, c'est que ceux qui refusent les explications données par Socrate sont ceux-là même qui contestent le contenu de ses discours et qui refusent aussi la forme de vie auquel ces discours conduisent. Ce que Socrate nous a légué, c'est avant tout une parole capable d'inspirer rationnellement et dialogiquement une manière de vivre. À nous de l'évaluer comme telle, pour en retirer ce qui nous en apparaîtra le meilleur au regard de ce que nous avons à vivre. Libre à chacun, après un examen minutieux, de prendre ce qui lui plaira et de délaisser le reste. Il n'en demeure pas moins que la parole de Socrate reste un formidable instrument utile à l'action. Elle rend capable celui qui s'y exerce d'opérer dans le vif de sa réalité personnelle toutes les distinctions nécessaires afin de choisir ce qui apparaît le plus utile à soi et à la cité, tout à la fois. D'autant plus que cette voie, par essence dialogique, est sans conteste la plus propice à la paix et à la concorde entre les membres d'une même communauté. La voie qui, par excellence, s'oppose à un régime où c'est la puissance, la force, la contrainte et la violence qui servent à régir les comportements.
que l'on puisse trouver à cette puissance, à cette force et à cette violence une certaine noblesse et un certain caractère de beauté. Voilà qui est pour moi une profonde énigme. Je reviens à celle de la mort de Socrate. Dans le Criton, Socrate dit très clairement qu'il ne place rien au-dessus de la vertu, à savoir l'excellence acquise dans ce qu'il appelle l'art authentiquement politique. Il ne place rien au-dessus de la justice, mais aussi des lois de la cité et de leurs décisions. S'il accepte de fuir, ce serait publiquement accepter qu'il se place lui-même au-dessus des lois auxquelles il a juré pourtant fidélité sa vie durant. Y a-t-il un civisme plus explicite que de fouler aux pieds ainsi les lois de sa propre cité ? S'il acceptait la proposition de Criton, son ami d'enfance, de s'enfuir pour échapper à la condamnation dont il fait l'objet, sa conduite, déclare-t-il, serait la conduite du plus détestable esclave, puisqu'il projetterait de s'enfuir clandestinement en violant des engagements, des accords conformément auxquels il s'est engagé envers les lois pour accomplir sa vie civique. Il poursuit en se souvenant que c'est de fait, et non en parole, qu'il s'est mis d'accord avec ces lois pour avoir une vie civique qui leur fût conforme. Il reconnaît cependant qu'il faut distinguer les lois avec un grand L, auxquelles chacun peut accéder par un effort de la raison d'un côté, et les lois humaines, c'est-à-dire celles que les hommes, dans la précipitation du réel, édictent et tentent de suivre tant bien que mal de l'autre. C'est aux premières qu'il a prêté allégeance. Il le rappelle lors de son procès, lorsqu'il déclare à ses accusateurs et à tous les Athéniens qu'il obéira aux dieux plutôt qu'à eux, les dieux étant ce lieu de réflexion ultime, à l'ascension duquel il a voué toute sa vie. Il a en outre considéré que les hommes qui l'ont injustement condamné l'ont fait à partir de lois ponctuelles injustes et d'une mauvaise compréhension des lois avec un grand L. Il n'en reste pas moins que ces dernières lois, avec un grand L toujours, lui ont fait comprendre qu'en tous les cas il était préférable de subir une injustice que de la commettre soi-même. Et en l'occurrence, ne pas se soumettre aux lois de sa cité, toutes ponctuelles, toute humaine ou injuste soit-elle, en s'enfuyant pour échapper à une condamnation officielle émise par la cité, c'est certes commettre une injustice envers la cité, mais c'est commettre surtout une injustice envers soi-même. Cette action aurait le triste inconvénient de créer un précédent et ainsi d'encourager d'autres citoyens à braver les lois auxquelles ils font mine d'adhérer jusqu'à ce qu'elles les concernent de près et atteignent leur propre personne. Si on généralise ce principe, c'est l'anarchie, et il n'y a plus de cité possible. La seule réponse que puisse apporter le philosophe lorsqu'il se voit lui-même victime d'une condamnation injuste par les autres membres de sa cité, c'est d'essayer de les convaincre. Jusqu'au bout incarner cet art authentiquement politique par lequel le philosophe s'efforce en toute occasion de convaincre chacun des citoyens à changer de point de vue et de manière de vivre, afin d'œuvrer ensemble pour la constitution d'une cité plus juste. Mais en aucun cas, car il est rare que le philosophe parvienne à convaincre la multitude qui, partant de panique, l'emporte souvent en force par son impéritie politique, en aucun cas, disais-je, le philosophe citoyen ne doit accepter de commettre une injustice, au risque même d'en subir une, que celle-ci le prive de ressources, de reconnaissance, voire de sa propre vie, comme dans le cas de Socrate. Pour comprendre pourquoi Socrate a accepté de subir sa condamnation à mort, il faut replacer sa décision dans cet impératif catégorique premier par lequel il préfère subir une injustice que d'en commettre une. Et avant même de réfléchir à la nature injuste de l'acte qui consiste à se soustraire à une décision de justice émise par sa propre cité, ce qui a été perçu par Socrate comme la plus radicale des injustices,
ce contre quoi il s'est érigé de toutes ses forces, c'est la demande qui lui a été faite lors de son procès, à savoir qu'il arrête de philosopher. C'est cette demande et son refus qui ont précipité sa condamnation à mort. Il le déclare très nettement dans l'Apologie, dans un passage que je t'ai déjà cité, et où il brave les Athéniens, en insistant sur l'aspect vital pour lui de l'exercice de la philosophie. Jusqu'à son dernier souffle, et tant qu'il en sera capable, que les Athéniens ne s'attendent pas à ce qu'il cesse de philosopher et d'avoir souci en premier lieu de la vérité, de la pensée et de l'amélioration de son âme, ainsi que la leur. Et s'il s'en trouve un parmi vous, poursuit-il, pour le contester et pour prétendre qu'il en est soucieux, je ne le lâcherai pas sur l'heure, je ne m'en irai pas non plus, mais je lui poserai des questions, je l'examinerai, je lui montrerai son erreur. Et s'il ne me semble pas posséder de vrais mérites, et qu'il le prétende cependant, je lui reprocherai d'attribuer la moindre valeur à ce qui en a la plus grande, tandis qu'il met à plus haut prix ce qui est le plus misérable. Le comble de l'injustice qu'il pourrait commettre à ses yeux, c'est qu'il cesse d'exercer cet art authentiquement philosophique qui consiste à doter chaque citoyen qu'il rencontre d'un pouvoir de réflexion grâce auquel il deviendra lui-même plus juste. Socrate ne peut s'empêcher de philosopher, c'est-à-dire d'encourager ses concitoyens à réfléchir et à opter pour un mode de vie qui tienne compte de toutes les dimensions de leur existence et du rôle aussi qu'ils peuvent tenir respectivement en tant que citoyens. Il ne peut s'en empêcher, car la forme de sa vie en dépend. On voit combien chez Socrate discours, manière de vivre, décision et action ne font qu'un. Socrate est ce qu'on appelle un parésiaste, au sens le plus fondamental du terme, c'est-à-dire un homme qui parvient autant qu'il le peut à harmoniser ses discours, ses décisions et ses actes, soit sa manière de vivre tout entière. Et s'il réussit à réaliser cette harmonie qui trouve sa plus parfaite expression dans l'aspect extérieur de sa personne, c'est qu'il s'exerce quotidiennement à harmoniser les différents désirs et les différentes forces dont son esprit et son âme sont à la fois l'agent et le patient, le spectateur et l'acteur. Quoi qu'il en soit, il lui était impossible de contrecarrer le mouvement propre de son âme qui l'incite à aller à la rencontre de ses concitoyens pour les aider à évaluer leur mode de vie et au besoin à en changer, car ce mouvement de philosophe citoyen constituait la forme même de sa vie. C'est en cela que consiste à ses yeux l'art véritablement politique. Aller à l'encontre de cet art auquel il s'est formé sa vie durant, c'est aller à l'encontre du sentiment de justice qui constitue la forme la plus radicale de sa vie. De toutes les façons, c'est à ses yeux commettre la pire des injustices. Il a donc refusé de commettre 2 injustices successives, à savoir ne plus philosopher et exercer en cela l'art le plus authentiquement politique d'un côté, et ne pas respecter les lois de sa cité de l'autre. Il a refusé de les commettre en acceptant qu'on commette contre lui une injustice patente. Une injustice tellement criante qu'elle a marqué à jamais l'histoire de la pensée et de l'humanité jusqu'à nous. Le fond de cette injustice a consisté à mettre à mort le seul homme à même d'exercer au mieux l'art le plus authentiquement politique. Or, la forme de vie la plus belle ne peut être que celle qui se conforme le plus authentiquement possible à cet art, jusqu'à se sacrifier pour lui. Car cet art regarde l'union possible entre les hommes, et non pas seulement la petite vie de celui qui le pratique. En revanche, la forme la plus laide est celle qui s'emploiera à corrompre cette union par de sombres motifs personnels, à l'exemple d'Anitos, de Mélétos et de Lycon, ces hommes qui, toute ignorance bue, ont œuvré à la condamnation de Socrate, et par-delà à la condamnation de la philosophie.
La thèse selon laquelle il est préférable de subir une injustice que de la commettre soi-même est amplement défendue par Socrate dans le Gorgias et la République de Platon. Mais elle trouve une illustration des plus exemplaires dans le choix de Socrate d'accepter sa condamnation à mort alors qu'il la trouve injustement fondée. Il ne pouvait faire autrement que de l'accepter, car dans le cas contraire, ce n'est pas tant contre la cité qu'il aurait commis une injustice que contre lui-même. De fait, l'injustice la plus fondamentale à laquelle il ne voulait ni ne pouvait céder, c'est celle qui le contraignait à rompre la justice même qu'il s'efforçait depuis tant d'années à établir dans son âme. Mon Antonine, je me suis efforcé jusqu'ici à te montrer en quoi je considère la forme de vie qu'a adoptée Socrate comme l'une des plus belles qu'on puisse concevoir et incarner. Il me reste maintenant à te donner quelques explications qui faciliteront, je l'espère, ta compréhension de cette forme de vie authentiquement politique, d'une beauté quasi incomparable. Comment Socrate s'exerçait à établir et à maintenir une certaine harmonie dans les différents mouvements que pouvaient prendre son âme et son esprit lorsqu'il se conduisait dans la cité en sa qualité de philosophe citoyen. Voilà l'ultime question qu'il nous reste à élucider. C'est à l'issue de cette élucidation, qui ne pourra se faire, hélas, ici que très sommaire, qu'on élucidera aussi l'idée selon laquelle il est possible de prendre soin de soi tout en prenant soin de l'autre. En effet, si l'on parvient à cerner cet art qui permet de prendre doublement soin de soi et de l'autre, et ceci dans l'avantage de tous, ne vaudrait-il pas la peine que chacun de nous s'efforce de l'adopter au plus vite et s'efforce aussi d'encourager quiconque à en faire de même? Voici donc l'ultime question de notre parcours. Comment Socrate parvenait-il à réaliser la justice en lui afin d'exercer l'art le plus authentiquement politique? Pour répondre à cette question, qu'il nous suffise de reprendre la distinction entre les différentes dimensions de l'existence dont je t'ai déjà abondamment parlé. Le corps, les symboles, la raison, leurs besoins et leurs satisfactions respectifs. Pour se constituer en philosophe citoyen, Socrate tenait compte de ses besoins en accordant à chacun tous les soins qu'il mérite. Concernant ses besoins corporels, ou plus largement ses besoins de nature économique, j'en ai déjà parlé longuement lors de mes précédentes lettres. Rappelons que la forme de vie que Socrate incarnait en ce domaine était celle de l'ascète. Pourquoi ? Si l'on considère l'âme comme un ensemble de besoins et de désirs qui sont autant de forces susceptibles d'incliner son action dans un sens ou dans un autre, il apparaît de la plus haute importance de permettre à celles qui nous seront les plus salutaires de se déployer le plus aisément possible. Pour Socrate, et pour toute la philosophie ancienne, sans exception, ces dernières forces sont celles de la raison, aussi bien théorique que pratique. Or, ce qui tend à enfreindre considérablement les forces et les mouvements de la raison, ce sont en partie ceux qui concernent les soins que nous apportons à notre corps pour satisfaire ses besoins, à plus forte raison lorsqu'on laisse ces derniers exercer leur emprise sur les délibérations et les décisions qu'on doit prendre quotidiennement. La technique de Socrate consiste donc à ne leur accorder que le soin qu'ils méritent, ni plus ni moins, c'est-à-dire le soin qui donnera à son corps la vigueur, la force et la santé nécessaires pour accomplir tout le reste. Socrate, en effet, n'est pas un ascète qui se destine à la seule spéculation spirituelle. Socrate était un ascète citoyen qui participait aux délibérations de l'assemblée du peuple et qui pratiquait, entre autres, la lutte et exerçait le métier de la guerre. Relativement à ses activités, il prenait soin de son corps en ayant surtout comme objectif de se rendre maître le plus aisément possible de ses désirs en la matière. Cette attitude ascétique avait aussi cet autre avantage
de gagner un temps infini. Tout le temps qu'on ne passe pas pour répondre aux désirs inconsidérés de son corps, on le gagne pour exercer des tâches et des activités plus nobles, politiquement parlant. Un extrait des Mémorables de Socrate écrit par Xénophon rend compte assez fidèlement de l'ascétisme pratiqué par Socrate et des avantages indéniables qu'il en retirait. Je cite : « Socrate avait façonné son âme et son corps à un régime tel qu'en l'adoptant, sauf une intervention d'en haut, on serait sûr de vivre en toute confiance et en pleine sécurité, avec de quoi suffire à une aussi modeste dépense. Il était si frugal que je ne sais personne qui ne pourrait travailler assez peu pour ne pas gagner ce dont Socrate se contentait. Il ne prenait de nourriture qu'autant qu'il avait plaisir à manger, et il arrivait à son repas dans une disposition telle que la faim lui servait d'assaisonnement. Toute boisson lui était agréable, parce qu'il ne buvait jamais sans avoir soif. S'il voulait bien se rendre à un repas où il était convié, ce soin si pénible à la plupart des hommes de ne pas se gorger outre mesure, il le prenait avec la plus grande facilité. Pour ceux qui ne pouvaient en faire autant, il leur conseillait de ne pas manger sans appétit et de ne pas boire sans soif. C'est là, disait-il, ce qui fait mal au ventre, à la tête et à l'âme. Il ajoutait en plaisantant que, selon lui, Circé employait l'abondance des mets pour changer les hommes en pourceaux, et qu'Ulysse devait au conseil de Mercure, à sa tempérance naturelle et à son abstention de mets servis en surabondance, de n'avoir pas été changé en pourceaux. C'est ainsi que, sur cette question, il mêlait le plaisant au sérieux. » Fin de citation. Gain de temps, gain d'argent, gain d'énergie, gain de préoccupations et de soucis. Les bénéfices éthiques de l'ascétisme tel que le pratiquait Socrate sont innombrables. Mais le plus important, c'est qu'il lui permettait de libérer toutes les forces de sa raison pour que celle-ci devienne souveraine dans ses décisions et actions quotidiennes. Ce n'est pas tout. S'il y a bien une force en l'âme susceptible de la tirer vers le bas et de l'entraîner vers des dépenses aussi inutiles que nuisibles, c'est le désir de reconnaissance, pour autant que ce désir ne soit tempéré également par l'exercice de la raison. De fait, ce qu'il y a de particulier dans l'attitude citoyenne socratique, c'est de ne jamais considérer ce désir de reconnaissance, tout comme par ailleurs les désirs relatifs aux besoins du corps, comme mauvais et pernicieux en soi. Tout au contraire, ils ne le deviennent qu'au moment où ils n'harmonisent pas leurs mouvements à ceux de la raison. Ce n'est d'ailleurs qu'à la faveur de cette harmonisation des différents mouvements de l'esprit et de l'âme que peut s'établir en soi une véritable justice qui trouvera sa plus parfaite expression dans sa capacité à agir de manière juste en toutes circonstances et en connaissance de cause. Cela dit, la force à laquelle il attribue le plus de valeur, c'est sans conteste le désir éprouvé par tout homme et toute femme de se voir reconnu par les membres de sa communauté. En témoigne exemplairement le moment où Socrate va chercher chez Alcibiade la formulation la plus radicale de son désir de vivre, qui consiste à préférer mourir plutôt que de ne pas porter secours à ses parents et à ses amis lorsque ceux-ci sont en situation de danger. C'est à toutes les forces du thumos de son interlocuteur qui caractérise essentiellement son désir d'être reconnu que Socrate fait appel afin de trouver en lui toute l'énergie requise qui lui permettra de comprendre de quelle manière il pourra se rendre capable de leur porter justement secours le plus efficacement et le plus durablement possible. Ainsi, le raisonnement implicite qui fonde la forme de vie adoptée par Socrate est imparable,
bien qu'il faille énormément de courage pour l'assumer jusque dans ses plus ultimes conséquences. Ce raisonnement dit qu'on ne pourra se voir reconnu par les membres de sa propre communauté que si par nos discours et nos actions, on pourra leur être utile d'une quelconque manière. Et plus le bien qu'on leur fera sera grand, plus leur reconnaissance en principe devra être grande. Si l'on souhaite, en principe toujours, bénéficier de leur reconnaissance la plus grande, il faudra s'efforcer de leur procurer le plus grand bien qu'il soit. Et quel peut être ce plus grand bien, sinon de les rendre meilleurs? Cependant, tout cela, comme je l'ai précisé, vaut en principe. On sait que dans les faits, la plupart des hommes ne se soucient absolument pas d'accorder la moindre reconnaissance à celles et ceux qui sont capables de leur procurer pourtant ce type de plus grand bien-là. La condamnation de Socrate en est l'une des preuves les plus spectaculaires. Qu'à cela ne tienne, si l'on ne s'efforce pas d'abord d'acquérir les capacités qui nous rendront utiles, on se prive définitivement de bénéficier d'aucune reconnaissance authentique de la part de ses semblables. Il faudra se contenter d'une demi-reconnaissance, mal éclairée ou encore intéressée, de toutes les façons une reconnaissance qui ne regarde jamais réellement qui l'on est, dans ses capacités et ses dispositions intimes, mais seulement qui l'on s'imagine être. Il s'agit là d'une reconnaissance illusoire, instable et éphémère, qui se fonde sur une méconnaissance de soi, tout aussi illusoire, instable et éphémère. Quoi qu'il en soit, ce type de citoyen qui passe son temps à quémander une reconnaissance aussi illusoire que celle d'une adhésion spontanée, furtive et bien souvent irréfléchie, est un citoyen sans consistance, un citoyen rétif et nuisible à tout art authentiquement politique. En d'autres termes, suivre les pas de Socrate ne nous conduira pas forcément à satisfaire notre désir de reconnaissance par l'adhésion d'un grand nombre d'hommes et de femmes, et sans doute même par aucun. Mais une fois le thumos touché et développé par l'exercice de la raison, on se trouve radicalement incapable de se satisfaire d'une reconnaissance de pacotille. Le philosophe citoyen préfère demeurer fidèle et entier jusqu'au bout, quitte à se voir en désaccord avec le reste des hommes, bien qu'il reste fidèle à son poste, en s'exerçant sans relâche à les convaincre et à les inviter à se soucier de l'amélioration de leur âme, de la pensée et de la vérité. J'espère, Antonine, que je suis parvenu à te montrer un peu plus clairement comment Socrate parvenait à établir et à entretenir une harmonie entre les différents mouvements de son esprit et de son âme, afin d'y réaliser la justice. Ces trois désirs que sont celui du corps, celui de la reconnaissance et celui de la raison se nourrissent les uns des autres. En effet, que ne faut-il pas s'exercer à réfléchir pour trouver le meilleur moyen de satisfaire ses besoins du corps et ses besoins de reconnaissance le plus simplement et le plus efficacement possible. En retour, lorsque cette efficacité est atteinte, ce sont justement ces besoins qui s'en trouvent les plus justement satisfaits. Ainsi, les besoins corporels et les besoins symboliques fournissent incessamment à l'exercice de la raison de la matière à moudre, et ce dernier, une fois qu'il a atteint une certaine excellence, contribue à la santé et à la satisfaction des premiers. Je sais, Antonine, que cela mériterait de plus amples explications, mais il me faut encore aborder 2 autres points et conclure.